10 ans. C'est le temps qui sépare le lancement du premier satellite américain dans l'espace et du premier pas de l'homme sur la Lune. Mais c'est aussi 10 ans de recherche, de missions et d'échecs qui ont permis un tel exploit. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode où nous allons ensemble retracer l'histoire du programme spatial le plus impressionnant de notre histoire. Mais avant, un peu de contexte. Notre histoire commence à la fin des années 50, plus de 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et des différents traités de paix qui ont retracé les différentes frontières de l'Europe. Cette nouvelle disposition des tracés divise le monde ainsi que l'Allemagne en deux entre les USA et l'Union soviétique. La guerre froide venait de commencer. En cette période, les deux camps s'affrontent sur différents fronts, comme par exemple le sport ou encore les sciences, et ce sur quoi va reposer toute cette histoire, la conquête spatiale. Mais à ce moment-là, les Russes, ils avaient déjà une large longueur d'avance sur les Américains. Ils avaient déjà lancé le premier satellite dans l'espace, Sputnik, en octobre 57, puis les premiers êtres dans l'espace, Laika, en novembre 57. Mais du coup, que fait l'Amérique ? Eh bien, elle est en retard. Et à cette époque, la NASA n'existait pas. Du coup, il n'y avait personne pour réguler le secteur spatial américain. Et souvent, c'était l'armée qui récupérait les projets, loin des ingénieurs allemands. Et c'est pour cette raison que entre 1956 et 1958, le projet Vanguard, qui devait envoyer le premier satellite américain, c'était juste un énorme échec. Mais finalement, on décide de donner le projet aux Allemands et permet le lancement d'Explorer 1 en février 58, soit quelques mois à peine après Sputnik 1 et 2. Pour le bloc soviétique, ce fut un énorme triomphe, alors que du côté américain, ce fut de trop et ce fut l'énorme honte. Le président de l'époque, Eisenhower, ordonne l'établissement d'urgence d'un programme spatial capable de tenir tête aux soviétiques. En 58, l'ANACA, qui était une organisation aéronautique, est transformée pour devenir une organisation aéronautique et spatiale. La NASA était alors fondée. Il sélectionne un corps d'astronautes, les Mercury 7, pour pouvoir envoyer le premier homme dans l'espace avec le programme Mercury. Mais avant de pouvoir envoyer un homme, il se décide, juste par précaution, d'envoyer un singe, Am, en janvier 61. Et cette décision leur sera très fatale. Puisque les Russes ont été beaucoup plus rapides. Quelques mois plus tard, en avril 61, l'URSS envoya le tout premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. De ce fait, en 61, il n'y a plus qu'une seule chose à faire du côté américain, c'est de les dépasser. Le nouveau président de l'époque, Kennedy, va ainsi prononcer un discours qui marquera le monde entier. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Le discours est clair. Il faut se venger de l'affront des Russes et pour cela, il faut viser plus loin et plus haut. Après que le programme Mercury ait réussi à atteindre tous ses objectifs sans encombre, bien que certaines missions ont quand même pas mal effrayé le Mission Control et les équipes au sol, comme par exemple en juillet 61, où Gus Grissom a littéralement failli se noyer après le retour en mer de sa capsule Mercury. Cependant, bien que tous les objectifs ont été atteints, il leur reste encore un très long chemin à parcourir pour aller jusqu'à la Lune. Et afin de pouvoir ainsi maîtriser les vols à plusieurs, de courte durée, les sorties spatiales ainsi que les manœuvres orbitales un tout petit peu plus complexes. Et pour cela, il faut trouver une suite logique au programme Mercury. Le programme Gemini fut créé dans cet unique but. Pour ce nouveau programme, on laisse totalement de côté les fusées Redstone et Atlas ainsi que leurs capsules Mercury pour passer aux fusées Titan et aux capsules Gemini, permettant les vols cependant à 2 personnes à ce moment-là. De 63 à 66, les vols Gemini seront une grande réussite pour la NASA avec plus de 10 missions, avec le premier vol à 2 américain, la première sortie spatiale américaine effectuée par Ed White, ainsi que le premier amarrage spatial au monde. Comme quoi, tout est possible. Le programme va encore perdurer pendant encore quelques années sans encombre, mais avec quelques frayeurs quand même, comme par exemple la mission Gemini 8, qui a failli littéralement coûter la vie à Neil Armstrong et Dave Scott.
Mais cependant, après que les missions Gemini se soient passées, on décide enfin de préparer le terrain pour les missions Apollo. Après les missions Gemini, on se décide enfin de préparer le terrain pour les missions Apollo. Mais avant d'aller sur la Lune, il faut savoir comment s'y rendre sur la Lune. Et à cette époque, 3 options étaient envisageables. La première consistait à l'envoi d'une fusée monobloc de la Terre à la Lune, telle à la fusée de Tintin. Alors le problème dans tout ça, c'était que le budget serait monstrueux pour une fusée tout aussi gigantesque que l'idée. La deuxième option consisterait à l'envoi de plusieurs modules qui, après par plusieurs rendez-vous et plusieurs lancements de différents lanceurs, ne formeraient qu'un seul vaisseau en orbite terrestre pour ainsi rejoindre la Lune. Mais en faisant cela, on augmente évidemment les risques que la mission échoue, parce qu'à ce moment-là, on ne dépend plus que, non pas que d'une seule fusée, mais de plusieurs fusées. Et enfin, la troisième option, qui consistait à l'envoi d'une fusée emportant un vaisseau spatial nommé Apollo et un module lunaire qui descendrait à la surface de la Lune, laissant qu'un seul astronaute à bord d'Apollo. Le choix sera très vite fait, et c'est la troisième option qui sera retenue. Pendant que les astronautes s'entraînent pour le futur du programme spatial américain et que les différents modules sont encore au stade de la conception au sein de la NASA, ainsi également que des différentes entreprises, la NASA décide de développer un tout nouveau type de lanceur qui deviendra iconique, les fusées Saturne, dont la fabuleuse Saturne V. Mais on n'y est pas encore. La première fusée Saturne, la Saturne 1, est une toute petite fusée servant à tester l'aérodynamisme des futures capsules Apollo. Puis, après que tous les vols se soient passés sans problème, entre en scène la deuxième version de la fusée Saturne 1, la Saturne 1B. Cette nouvelle fusée, plus grande et plus puissante, doit permettre les tests des modules de commande et de service du programme Apollo de première génération. Les tests s'avèrent concluants et la NASA estime qu'après plusieurs vols non habités, il serait peut-être temps de faire voler leurs astronautes très impatients. Arrive la mission Apollo 1. Cette mission consistait à valider le fonctionnement du module de commande et du module de service en conditions réelles dans l'espace avec des astronautes, le tout envoyé par une fusée Saturne 1B. Cette mission sera célèbre, mais pas comme vous pourriez le penser. Hey, we got fire in the cockpit. Hey, we got a bad fire! Lors d'un test au sol sur le pas de tir 34 de Cap Canaveral, la fusée se tient debout, prête à accueillir les astronautes de la mission, qui sont Gus Grissom, l'homme qui a failli se noyer, Ed White, le premier piéton de l'espace, et une nouvelle recrue, Roger Chaffee. Après être monté dans la capsule et que l'écoutille se soit fermée pour simuler un décollage, un incendie se déclenche dans le cockpit, les 3 astronautes mourront sur le coup. Une enquête sera ouverte afin d'élucider le mystère. La cause ne peut pas vraiment être définie parce que là, c'est pas juste un seul problème qui a mené à la mort de ces astronautes, mais c'est un enchaînement de problèmes qui ont conduit à cet incident tragique. Le module de commande souffrait d'énormes problèmes de conception, avec même des fuites de carburant. Mélangez tout ça à de l'oxygène pur à 100%, ce qui bien évidemment augmente les risques d'incendie à bord. Sur le pas de tir, l'écoutille était un véritable problème. Les équipements de secours étaient inefficaces et cerise sur le gâteau, les secouristes ont eu beaucoup de retard car ils ont dû prendre l'ascenseur lent puisque l'ascenseur rapide était totalement pas fonctionnel. Il était hors service. Du coup, ils ont dû prendre l'ascenseur lent et lorsqu'ils sont arrivés à la capsule quelques dizaines de minutes plus tard, ils n'ont plus que constaté la mort des astronautes. Le module de commande était littéralement devenu le cercueil des astronautes. Cela fut un énorme choc pour l'Amérique, menant à une remise en cause totale du programme spatial Apollo. Mais par contre, ce qui était sûr en revanche, c'est qu'il ne fallait en aucun cas stopper l'aventure spatiale Apollo, il fallait la continuer. Et pendant que les modules de commande et de service sont redesignés,
on relance les tests avec cette fois la vraie Saturn V. Et c'est seulement en octobre 67 que le premier vol habité du programme commence avec Apollo 6. 6, 5, 4, 3, 2, we have ignition. Commit liftoff, we have liftoff. Apollo 7 devient la première mission habitée du programme Apollo, avec quasiment les mêmes objectifs et buts qu'était la mission Apollo 1, mais avec du matériel plus sécurisé. Apollo 8 est un grand tournant dans la course à l'espace, puisque c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que l'homme a réussi à se mettre en orbite autour de la Lune. Grâce à cette victoire, les États-Unis mettent une sacrée raclée aux Russes, car ils deviennent les premiers à quitter l'orbite terrestre, les premiers à entrer en orbite lunaire et les premiers à voir la face cachée de la Lune. Les Américains peuvent alors continuer leur programme. Apollo 9 est une mission importante, puisque c'est la première fois qu'on teste le module lunaire, mais en se cantonnant à l'orbite basse terrestre. Puis vient Apollo 10 qui lui consistait à simuler la mission Apollo 11, mais à une seule exception, et la seule différence, c'est qu'ils ne se poseront pas sur la Lune. Et finalement, après une décennie de course à l'espace et de recherche intense, et résulte la mission Apollo 11. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Mais après la mission Apollo 11, les autres astronautes veulent aussi également toucher la surface lunaire. Bien que les Américains aient battu les Russes, le gouvernement continue d'injecter de l'argent dans le programme. Apollo 12 continue littéralement sur cette lancée avec comme but de récupérer certains éléments de la sonde Surveyor 3 qui s'était posée en 1967. Mais la mission qui va à nouveau faire trembler la presse, c'est Apollo 13. La mission tourne au drame après l'explosion d'un des réservoirs du module de service. Heureusement, ils reviennent sains et saufs. Mais à ce moment-là, c'est là que le budget de la NASA commence à baisser. Mais pas forcément lié au problème d'Apollo 13, mais lié à l'utilité du programme en lui-même. Le Congrès américain ne voulait plus forcément financer un tel programme onéreux. De ce fait, les missions Apollo 18, 19 et 20 seront annulées faute de budget. Du coup, la NASA va de plus en plus axer leur mission sur l'exploration du sol lunaire et de la collecte de matériaux. Apollo 14 en est la première du genre car ils vont faire plusieurs mètres de marche avec une brouette. Brouette qui fut peu pratique et qui était dans le but de récupérer les échantillons, mais c'était pas pratique puisque le terrain était un enfer. Alors la NASA, elle se dit, et si on faisait rouler et conduire ces astronautes sur la Lune? Et c'est là qu'intervient l'idée du rover lunaire et qui sera introduit lors de la mission Apollo 15. Le temps passe. La mission Apollo 16, oh ça revient, mais le peuple ne se lasse carrément du programme car c'est littéralement la 4e fois que l'on va sur la Lune, hein, et la mission Apollo 17 vient achever plus de 10 ans de gloire spatiale du programme américain. Comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas vraiment parlé des missions en profondeur, car cela a déjà été fait énormément de fois sur YouTube, et surtout parce que dans toute cette histoire que je vous ai fait, le plus important n'était pas les missions Apollo. C'est pas ça qui est le plus important là-dedans. Ce qui est le plus important, c'est tout ce qui a été amené pour construire le programme. Les origines, les missions Gemini, le programme Mercury, tout ce qui a fait l'essence du programme Apollo est beaucoup plus intéressant que les missions elles-mêmes. Et comme l'a dit Orelsan, ce qui compte, ce n'est pas la vie, c'est la quête. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.